puis la Seine, puis la mer, et finissent par s'échouer sur les côtes. Selon une étude américaine, 70% du plastique présent dans les mers et océans proviendrait des villes. Penly, au nord de Dieppe, une jolie plage déserte en hiver. Laurent Colas est chimiste, spécialiste des plastiques, et il veut nous montrer la face cachée du littoral français. Un désastre écologique à quelques mètres des plages touristiques. Ce qui amène le touriste, c'est une belle plage bien propre, sans déchets, et voilà, c'est compréhensible. Maintenant, les communes du littoral ne peuvent pas nettoyer partout. Donc ils nettoient devant chez eux et puis ça s'arrête là. Et ça va rester là pendant des années? Oui, il n'y a personne qui vient sur ces plages-là, donc ça restera là, ça gêne personne. À chaque marée, de nouveaux plastiques s'échouent ici. Des déchets qui polluent la faune, la flore, et pour très longtemps. Cette bouteille, elle va mettre combien de temps pour disparaître? Les estimations, c'est 400 ans, mais tout dépend de l'environnement, du contexte où elle est en décomposition. En fait. Cet endroit est devenu une poubelle. Mais il y aurait plus grave que cette pollution visible. Honfleur, son joli port de pêche, un lieu très prisé des Parisiens et des amoureux. Un décor de carte postale. Mais sur cette plage, propre en apparence, dans le sable, Laurent Colas a découvert un polluant presque invisible. Je cherche des granulés industriels, des granulés plastiques. Et on en trouve beaucoup ici, sur cette plage de Honfleur. En très peu de temps, j'en récupère, à mon avis, beaucoup trop. Des granulés industriels, également appelés larmes de sirène. C'est la matière première de nos plastiques. Tous nos objets en plastique, comme ça, sont fabriqués à partir de granulés que les industriels vont fabriquer à partir de pain de résine avec des charges, avec des additifs, mais ça va être commercialisé sous cette forme-là de granulés. Si à Honfleur, il faut gratter le sable pour en trouver quelques-unes, de l'autre côté de la Seine, c'est une autre histoire. Nous sommes dans le port de plaisance du Havre. À première vue, rien. Et pourtant, dans ces rochers, en quelques secondes, Laurent Colas en déterre des millions. Donc là, on peut voir la quantité de granulés impressionnante au milieu des bouchons, des déchets sanitaires, coton-tige, capsules, jouets en plastique. Poignée comme ça, c'est 500, quoi. Là, dans votre main, il y a 500 granulés plastiques à peu près. Entre 500 et 1000 granulés. Ouais. Il y aurait dans la baie de Seine plusieurs milliards de ces petites billes plastiques. Elles occupent dans ces rochers les 2/3 de l'écosystème. De véritables bombes à retardement lâchées dans la nature. Mais par qui? Les producteurs? Les fabricants de plastique? Impossible de le savoir. Nous avons ramassé quelques granulés pour les montrer aux représentants des industries plastiques. Est-ce que ça vous surprend si je vous dis que ça, c'est une poignée que j'ai récupérée dans le port de plaisance du Havre? Ça, à la fois, je dirais, ça me surprend parce qu'évidemment, ça n'a pas à être là. En même temps, ça ne me surprend pas puisque, évidemment, nous sommes au courant que, malheureusement, des produits se retrouvent dans la nature et ne devraient pas s'y retrouver. Dans les logistiques, les transports, on ne maîtrise pas tout et peut-être là, il y a moins de précautions qui sont prises, en effet. On estime, en tout cas les associations écologistes estiment qu'il y aurait à peu près plusieurs milliards comme ça de larmes de sirène qui seraient perdues dans la nature aujourd'hui, alors soit sur les plages, soit dans le fond des mers. On n'a pas toujours pris toutes les précautions qu'il fallait au niveau de l'environnement. La conscience environnementale de nos sociétés modernes a évolué récemment. On prenait moins de précautions dans les années 60-70. Je crains que nous trouvions actuellement dans les océans des tas de produits qui ont été malheureusement mal gérés en fin de vie. Depuis le Grenelle de l'environnement, l'industrie du plastique s'est engagée à ne plus perdre de granulés dans la nature. Une décision tardive. Pour prendre la mesure du drame écologique,
Direction l'île de Texel, au nord des Pays-Bas. Notre guide est docteur en biologie marine. Il n'y a pas que des coquillages sur les plages de son île. Au milieu des téléviseurs et des bidons d'essence, encore des larmes de sirène. Il y a des granulés industriels. Certains sont assez récents ici. Les noirs, c'est censé être du plastique recyclé. Ils refont des granulés de granulés. Cela ressemble à des œufs de poisson ou quelque chose comme ça. On ne sait pas pourquoi les oiseaux mangent toutes sortes de plastique, mais pour les granulés industriels, c'est parce qu'ils ressemblent à des œufs de poisson, donc de la bonne nourriture pour eux. Aujourd'hui, près de 270 espèces animales marines mangent ces billes de plastique, notamment les oiseaux, les mouettes et les goélands. Cela fait 20 ans que Jan van Franeker dissèque dans ce laboratoire des oiseaux retrouvés morts sur toutes les plages du nord de l'Europe. Comme ce fulmar, une sorte de mouette ramassée en France. Ça, c'est l'estomac. Vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup de plastique à l'intérieur. Ça, c'est le gros estomac. Vous voyez plein de fragments et différents types de plastique. Mais ici, par exemple, c'est un granulé industriel. Là, c'en est un autre. On voit de gros morceaux. Là, c'est un plastique qui vient d'un téléphone portable, du boîtier ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un morceau de sac plastique. Plus de 9 oiseaux sur 10 ont du plastique dans l'estomac. Depuis quand? Dans les années 80, donc il y a 30 ans, environ 80 à 85% des fulmars des Pays-Bas avaient du plastique dans l'estomac. Durant les années 90, ça a pratiquement atteint les 100%. Dans un fulmar de 600 grammes, Jan van Franeker trouve en moyenne 3 grammes de plastique. Cela semble peu. Mais à l'échelle d'un homme de 70 kilos, c'est l'équivalent de 7 boîtes. On a l'impression que ce n'est pas énorme, mais ça l'est. Donc, si j'étais un fulmar, vous trouveriez tout ce plastique dans mon estomac? Oui, oui. Et comme vous êtes français, ça serait légèrement plus. Car les fulmars en France ont 1,6 fois plus de plastique. Donc l'oiseau aurait ça dans son estomac. Et si vous adaptez ça à la taille humaine, ça serait la quantité de plastique dans le corps d'un Français. Et les fulmars ne sont pas les plus gros mangeurs. Voici ce qu'il a trouvé dans l'estomac d'un albatros. Ils mangent de grosses choses. Donc vous pouvez trouver par exemple une brosse à dents, un briquet avec des inscriptions japonaises ou chinoises sur le dessus, le flotteur d'un gros filet de pêche, une balle de golf ou encore un applicateur de tampons. Êtes-vous inquiet lorsque vous voyez ça? Oui, je suis inquiet. Et c'est pour ça que je travaille sur ce sujet. C'est pour ça que j'essaye de raconter aux gens l'histoire de ces animaux qui mangent du plastique. Parce que si on n'informe pas les gens sur les effets du plastique dans la mer, ils ne s'en préoccuperont jamais. On doit travailler sur le message à faire passer aux gens, aux politiques et aux industries. Mais de la mer du Nord à la Méditerranée, le message passe mal. Saïda, à 40 km au sud de Beyrouth.
la troisième ville du pays. Un lieu chargé d'histoire. Mais cet endroit est devenu la poubelle du Liban. Aux abords de la ville trône cette montagne de déchets. Elle mesure 50 mètres de haut, comme un immeuble de 5 étages. Tous les jours, des camions déversent ici 250 tonnes d'ordures qui finissent dans la Méditerranée. Abou Ahmed est réfugié palestinien. Il s'est installé sur cette colline d'ordures il y a près de 40 ans avec sa famille. Aujourd'hui, c'est son gagne-pain. Je gagne environ 5 à 6 000 livres libanaises. Par jour? Oui, par jour. Pour moins de 3 € par jour, il s'occupe du tri des déchets. Le carton, le fer, les matières premières sont revendues à des commerçants, mais le reste, comme les sacs plastiques, est entassé dans cette montagne d'ordures. Bien sûr, il y a quelques déchets qui tombent dans la mer à cause de la hauteur de la déchetterie. Mais aujourd'hui, la municipalité l'a compris, elle monte un mur de pierre entre la mer et les déchets. Du coup, ça maintient le tout et ça fait moins de déchets dans la mer. Mais vous constatez malgré tout que la mer est vraiment dans un sale état. Des tonnes de déchets qui tombent dans la mer. Même les habitants de Saïda s'y sont habitués. Seule une association écologiste essaie de stopper la catastrophe. Ali mène ce combat depuis une quinzaine d'années, en vain. Ce lieu, c'est l'un des plus grands dangers écologiques pour la mer. Parce que vous le voyez d'ici, tous les ans, la colline s'élève de 5 mètres et prend de plus en plus d'ampleur sur la mer. Et à chaque fois qu'il y a de grosses vagues ou un vent fort, une grande partie se disperse dans la mer. L'an dernier, l'équivalent de 800 tonnes d'ordures sont parties dans l'eau. Il y a des déchets qui flottent et d'autres qui coulent. Des dizaines de tonnes de plastique ont envahi les fonds marins au large de Saïda. Ces images ont été tournées par l'association d'Ali. Certains déchets vont mettre plusieurs centaines d'années à se décomposer. D'autres, portés par les courants, traversent la Méditerranée pour rejoindre les déchets du monde entier. Les mers n'ont pas de frontières. Ainsi y aurait-il aujourd'hui plus de 100 millions de tonnes de plastique dans la mer, l'équivalent de 250 milliards de bouteilles d'eau. La consommation mondiale annuelle jetée à l'eau. Le plastique recouvre les océans. C'est la sombre découverte réalisée par Greenpeace il y a 4 ans, lorsque l'Esperanza a sillonné le Pacifique. C'est hallucinant. Vous regardez cet océan et on dirait qu'il n'y a qu'une grande étendue d'eau. Alors que quand vous faites un prélèvement et que vous analysez ce que vous remontez, ce n'est que du plastique. Je dirais que dans 99% des cas, il n'y a que du plastique et des emballages. C'est vraiment très choquant. Le professeur Moore a analysé la surface de l'océan durant 1 an. Et le résultat est catastrophique. Le Pacifique ressemble à une soupe de plastique. Oh, c'est du plastique, ça. On dirait des larmes de sirène. Disons qu'on a prélevé une centaine d'échantillons. Le poids du plastique dans ces échantillons est supérieur à celle du plancton. On peut donc dire qu'il y a plus de plastique que de plancton dans ces prélèvements. Il y aurait 6 fois plus de plastique que de plancton dans un courant qui s'étend sur tout le Pacifique Nord. Courant baptisé Trash Vortex par Greenpeace, un tourbillon d'ordures. Il s'agit en fait d'une accumulation massive de déchets plastiques venus très majoritairement des activités humaines à terre autour d'Hawaï, au large d'Hawaï. Et cette accumulation, en fait, elle est due à un phénomène de courant. C'est-à-dire qu'on est dans une zone de tourbillon, on appelle ça un vortex. Les courants convergent sur cette zone et en fait, ils amènent les déchets plastiques à cet endroit-là et ils sont après en quelque sorte pris au piège
et d'où ce phénomène d'accumulation. Au milieu de ce courant, une plaque de déchets de 600 000 km² s'est formée. La taille de la France. Un sixième continent, invisible au milieu de l'océan. Et ce phénomène pourrait se reproduire dans toutes les mers, tuant ainsi chaque année 300 000 animaux. Essentiellement des dauphins et des baleines, à cause du plastique. Et alors, ça va justement des sacs plastiques qu'on retrouve autour du cou du dauphin, sur sa tête, et qui s'étouffent, hein, ces images pathétiques qui ont beaucoup circulé, jusqu'aux filets de pêche perdus, ce qu'on appelle des filets fantômes. Pareil, c'est du plastique, c'est du nylon, dans lesquels des baleines peuvent se retrouver emmêlées et elles se noient. Dans quelques années, selon Greenpeace, les poissons auront bientôt plus de plastique que de plancton à manger. C'est déjà le cas de certaines espèces. Pierre Morinière est océanographe à l'aquarium de La Rochelle, le centre français d'observation des tortues pour l'Atlantique. Il les soigne depuis plus de 20 ans. Cette jeune tortue verte a perdu toutes ses écailles, infectée par une bactérie sûrement due au plastique. Sur ces jeunes tortues, là, sur les caretas qu'on recueille ici, c'est quelque chose qu'on voit d'une part sur les tortues vivantes. Quand on les met dans les bassins, c'est pas rare de trouver des matières plastiques qu'elles vont éliminer dans les fesses. Et on l'a trouvé aussi sur les animaux qui se sont échoués morts. Au début des années 90, Pierre Morinière a vu les premières tortues venir mourir sur les plages françaises. Les tortues luttes, les plus grosses, 2 mètres de long, 500 kilos. Régulièrement, elles avalent des sacs plastiques qu'elles prennent pour des méduses. Les sacs obstruent leur intestin et les tuent lentement. Dans les années 95-2000, il y a eu jusqu'à 60 tortues de cette taille-là qui se sont échouées sur notre littoral, donc c'était considérable. Donc 1 sur 2 mourir à cause du plastique. Voilà. C'est ce qui est arrivé à cette tortue. Elle s'est échouée il y a quelques semaines sur les côtes françaises. Et donc on voit apparaître là tout un grand lambeau de matière plastique noire, là, ici. Tout ce grand morceau, là, c'est un grand morceau de plastique qui est ici, voilà. Ça ressemble à un sac poubelle, là, un sac noir. Mais les tortues ne sont pas les seules espèces menacées. L'année dernière, 9 cachalots se sont échoués dans le sud de l'Italie. Tous avaient mangé du plastique. Pierre Morinière s'attend donc à voir d'autres espèces disparaître. Il y a aussi la division des matières plastiques en petits morceaux, et là c'est une explosion à l'échelle de l'océan, et ça va impacter de nombreuses espèces. Un jour peut-être, on ne verra ces poissons qu'en aquarium. Mais quels sont les impacts de ces déchets plastiques pour l'homme ? Cet été, des chercheurs français et italiens ont essayé de les mesurer, en faisant l'état des lieux du bassin méditerranéen. Ils ont prélevé différents échantillons d'eau et pêché des myctophidés, des poissons minuscules qui vivent à 1000 mètres de profondeur et ne remontent à la surface que la nuit pour se nourrir de plancton. Ces poissons ont ensuite été apportés ici, à la fondation Chima, près de Gênes, dans le laboratoire de la Française Aurélie Moulin. C'est la première fois que ces poissons, très petits, 3 à 5 cm, sont examinés. Un travail minutieux. Leur estomac ne mesure pas plus d'1 millimètre de long. Pourtant, à l'intérieur, la découverte est inquiétante. Là, il y a un filament de plastique qu'il est en train de retirer, qu'on voit entre les morts de la pince. Je le mets sur l'estomac pour que vous voyez mieux le contraste. Je le vois. Tu vois comment se comporte le plastique? Il est rigide. Il fait un demi-centimètre. Non, pratiquement 1 centimètre. Donc 1 centimètre, après, même en tortillonné ou en petite pelote, c'est quand même, ça représente quand même un certain volume de son estomac.
Donc ça, c'est un filament de plastique. C'est un filament de plastique. C'est un peu comme du nylon, un petit fil de nylon. Mais vraiment petit parce qu'ils sont mangés par ces petits poissons. Au total, sur 40 poissons disséqués, plus de la moitié avaient ingéré des fragments de plastique. Des quantités microscopiques, mais alarmantes. Parce que les myctophidés sont au début de la chaîne alimentaire et vivent dans toutes les mers. Si ce petit poisson a mangé du plastique et un calamar plus grand mange ce petit poisson, ce plastique va se retrouver dans le calamar. Ce calamar sera mangé par un autre poisson. À ce moment-là, le plastique continue à transiter le long de la chaîne alimentaire et successivement, il est mangé par différents organismes. Oui, mais comme c'est un tout petit poisson, ça veut dire qu'il va manger une toute petite quantité de plastique. Donc sur un gros poisson, il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Le problème, c'est qu'un gros poisson, il faut qu'il en mange beaucoup pour être à satiété. En conséquence, s'il mange 100 petits poissons en même temps qui contiennent tous du plastique, il aura effectivement une quantité de plastique dans son estomac qui aura un effet sur la chaîne alimentaire. Cette étude devrait permettre à Aurélie Moulin de comprendre pourquoi des cétacés s'échouent régulièrement, mais aussi pourquoi certains poissons que nous consommons ont des problèmes de motricité. Car selon elle, cette découverte est la preuve que toute la chaîne alimentaire est polluée par le plastique. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui qu'il y aura des conséquences pour l'homme ? Si les poissons en absorbent et que nous-mêmes on absorbe des tissus, enfin quand on mange du poisson, on mange du muscle. Et quand le muscle a absorbé des substances qui ne devraient pas être présentes dans le poisson, il est fort probable que nous aussi, on ingurgite des matières qu'on ne devrait pas ingurgiter. Et ça, c'est pas bon. Donc au résultat, on mangera ce qu'on achète dans la mer. Oui, ça c'est sûr.